Bonjour à tous. Je pense que nous avons tous plus ou moins pu digérer cette première saison des Anneaux de Pouvoir, donc avant de parler de ce qui peut nous attendre pour la suite en termes d'intrigue, il est temps de faire un petit bilan de ce début de série. Et ce n'est pas évident. Je ne suis pas un expert, certes je regarde pas mal de séries et films en tout genre, mais je n'ai pas fait d'études de cinéma, donc cela restera que mon modeste avis. Il serait tentant de juger la série uniquement comme une adaptation d'une histoire écrite il y a plusieurs dizaines d'années, mais il faut aussi la considérer comme telle. Me considérer en tant que tel. En tant que tel quoi? Tout bêtement une série. Du coup, au début, quand on va parler technique, musique et autres, il n'y aura pas de problème. Par contre, quand on tapera sur l'histoire et l'écriture, j'essaierai de distinguer les deux. Une série tout court et une série qui se veut l'adaptation d'une histoire écrite. Et bien évidemment, je vais mettre des notes sur 10 qui sont surtout indicatives, qui n'engagent que moi, et si jamais vous préférez les notes sur 20, il n'y a pas de problème. Enfin, il est évident qu'il y aura ici quelques spoils, ne serait-ce que pour illustrer ce dont je vais vous parler. Mais d'abord, il faut, comme je le disais, prendre la série avant tout comme ce qu'elle est, une série. Il est alors tentant de la comparer directement avec sa principale concurrente, sortie quasiment en même temps et s'étant terminée quasiment en même temps, House of the Dragon. Mais c'est presque un peu trop dur. HBO commence à avoir un fonctionnement très bien huilé en termes de production de séries d'heroic fantasy, notamment grâce à Game of Thrones. Et j'ai envie de dire d'une manière plus générale, puisque certes les Anneaux de Pouvoir n'est pas la première série d'Amazon, mais quand on compare le nombre de grosses séries, HBO gagne quand même largement. Si vous réfléchissez vis-à-vis des autres séries du même genre, ou du moins d'un genre proche, The Witcher de Netflix, The Well of Time de chez Amazon même, ou encore allons plus loin mais Shannara Chronicles ou même Legend of the Psyker, honnêtement les Anneaux de Pouvoir s'en sortent bien, voire même très bien. Cependant, quelque chose que l'on ne peut pas nier est le fait que la saison manque d'un peu d'épicness. Et attention, quand je dis ça, je ne parle pas de grosses batailles ou de combats. Vous prenez la première saison de House of the Dragon, justement. Pour moi, la scène la plus épique des 10 épisodes n'est pas une scène de combat, et est même une scène d'un sens relativement très lente. Ce qui est sûr, c'est que la série n'a, je trouve, pas été pensée comme une série. Oui, c'est bizarre, mais je m'explique. Les séries répondent, que l'on soit partisan de cela ou non, à des codes. Et l'un de ces codes est de donner envie aux spectateurs de voir l'épisode suivant. Bien sûr, il ne s'agit pas de mettre de gros cliffhangers à chaque fin d'épisode, comme le fait d'ailleurs extrêmement bien la série d'Apple For All Mankind. Or, quand on y réfléchit, la saison 1 ne comprend quasiment aucun épisode, ou aucune fin d'épisode qui nous pousserait à enchaîner le plus vite possible avec le suivant. Au final, seul le dernier, l'épisode 8, répond à ce critère. Et encore heureux vous me direz, puisque c'est quand même l'épisode final. À croire que la saison n'a été écrite que comme un seul grand épisode, puis artificiellement découpé en 8. Ce qui ne devrait pas être le cas, chaque épisode devrait avoir son intérêt propre. Enfin bon, entrons dans le détail en commençant par la communication. Et niveau communication, on ne va pas s'épancher dessus, elle a été l'une des plus dégueulasses que je n'ai jamais vues. Certes, le début était assez bien maîtrisé, et ensuite, au mois de juillet-août, c'est devenu la fête à la saucisse. On avait 2 clips par jour, des extraits en veux-tu en voilà, et des pubs un peu partout sous format TikTok. Pour la communication, c'est donc un 1 sur 10, bien mérité, et qui, je l'espère de tout cœur, ne sera pas le cas pour la saison 2. Enfin bref, sur ces belles paroles, enchaînons quand même avec le plus important, la réalisation. Un grand mot que celui de la réalisation, que l'on pourrait facilement mal interpréter, donc je précise, je vais d'abord parler ici en termes d'idées de mise en scène, de façon de filmer et de montage. Chose d'autant plus compliquée que la saison a vu plusieurs réalisateurs se succéder pour les épisodes. Bon, c'est tout à fait normal pour une série, mais cela rend le jugement global d'autant plus complexe. Et il faut bien se l'avouer, on est sur une mise en scène assez classique. Il y a peu de choix de cadrage vraiment marquants. Elle n'est pas non plus trop simpliste, comme on peut le voir parfois dans les productions Netflix. Honnêtement, seules 3 scènes m'ont marqué, le plan séquence, ou le plan séquence artificiel de Théo fuyant Tir Arad en se cachant des orques,
D'ailleurs, si vous aimez les plans séquences, je vous recommande le film 1917, qui est vraiment techniquement époustouflant. Le second est la scène de discussion entre Hadar et Galadriel. Et enfin, la dernière comprend toujours Galadriel, mais aux côtés d'Halbrand sur le radeau. Et évidemment, j'ai envie d'ajouter à cela toute l'introduction de l'épisode 1. À part ça, en termes de réalisation, rien ne m'a spécialement marqué. Mais est-ce aussi ce que l'on recherche vraiment dans une telle production ? Pas sûr. Ajoutez à cela le fait que l'enchaînement des scènes rend extrêmement confus la temporalité de la série. On a parfois des bonds dans le temps non expliqués, sans vrai marqueur temporel, alors même qu'au début, la série prenait justement le temps de nous expliquer les choses. La preuve toute simple, les transitions cartes, qui nous permettaient de nous situer dans l'espace, ont complètement disparu au-delà de l'épisode 3. Alors que c'est con, c'était une excellente idée. Déjà un bel hommage à Tolkien, mais en plus, c'est presque primordial pour les néophytes pour bien situer les intrigues. Par exemple, Peter Jackson avait ajouté, bien après le tournage principal terminé, cette scène pour expliquer aux spectateurs où se trouvaient précisément les forces en présence. Et c'est d'ailleurs la main d'un membre de l'équipe technique et non d'un acteur que l'on voit. Donc la série a voulu, et a raison, reprendre ce concept, mais d'un côté on nous montre des cartes pour ensuite nous expliquer, sans trop nous le montrer non plus, que cette distance peut être parcourue à cheval en 6 jours. Raison pour laquelle, globalement, je trouve qu'on peut difficilement mettre au-delà de 6 ou 7. C'est bien, c'est propre, mais c'est simple. Je ne demande pas non plus des cadrages à la Ryan Murphy ou Vince Gilligan, mais il y a une grosse marge de progression qui pourrait être faite en saison 2. Et au final, en y repensant, je passerai même la note définitive à 6 quand on rajoute la gestion catastrophique de certains figurants. Je n'en ai encore pas parlé, alors abordons les scènes de combat et de bataille. Vu que la saison est une immense introduction à la série, forcément nous avons eu assez peu de combats. Et pourtant, le peu que l'on a vu était très prometteur, notamment la bataille de l'épisode 6. Je sais que certains ne sont pas d'accord, mais honnêtement, pour moi, elle fait clairement honneur à ce qu'a pu nous présenter Peter Jackson dans les films. À la seule petite nuance qu'elle manque de vue aérienne du village afin de vraiment avoir une vision claire de où sont les différentes armées. On a des décapitations en veux-tu en voilà, la chorégraphie est de très bonne qualité, et on a des scènes assez gore. Donc en termes de combat et pour le peu que l'on a eu, je mettrais un 8 sur 10. Pour la saison 2, il faut maintenir cette voie en l'appliquant à des batailles de plus grande envergure. Passons au visuel. Que ce soit les paysages, les effets spéciaux, les ajouts numériques, les prothèses, putain les prothèses quoi, tout est un régal à regarder. On l'avait dit depuis le début et ça s'est confirmé tout le long, la série est magnifique. Aucun fond vert flou, aucun ajout numérique qui fasse tâche, on est bien au-dessus de ce qui se fait chez les séries, voire même chez certains films. Les orques n'ont jamais été aussi sublimes et tout bêtement on a des elfes avec des oreilles pointues très réalistes. Pas comme les elfes de Shannara Chronicle par exemple. Enfin, tout. Il y a quand même quelques costumes qui font défaut. Du coup, on va dire pour les paysages, les villes, la qualité de l'image, la colorimétrie, c'est parfait, je dis clairement 10 sur 10 non négociable. En revanche, les décors, on est souvent trop cloîtrés dans les mêmes lieux. Qui n'aurait pas voulu voir la construction de la forge depuis le pied du chantier plutôt que par la fenêtre du boudoir de Celebrimbor ? De même pour l'auberge, visiblement la seule de Numénor, et on ne parlera même pas du côté sitcom de la maison de Durin et de Disa, pratiquement le seul endroit que l'on a vraiment vu dans Khazad-dûm. On pourrait aussi reprocher à la ville d'Arménélos d'être trop propre, mais en même temps c'est une cité prospère dont les habitants prennent soin. C'est pas Paris, quoi. Donc pour moi, ce n'est pas une vraie critique. Au final, les décors, je donnerais un 7. Pour les costumes, je serais en revanche un peu plus dur en mettant un 6. Les robes, tenues civiles sont très bien, par contre les armures laissent un peu à désirer. Ce n'est même pas une question de cohérence, juste prenez les elfes en armure, on a vu un casque, et sinon le reste est caché par une grande tunique. On a l'impression qu'ils ont préféré ne pas dévoiler l'équipement des gardes elfes. Et ce pauvre Celebrimbor qui a dû attendre longtemps avant d'avoir autre chose sur le dos que sa tenue verte. On est ici aussi entre l'esthétique des films de Peter Jackson et une certaine nouveauté, mais qui est encore trop timide. On va avancer un peu et on va passer aux acteurs. Compliqué encore. Faut-il juger uniquement le jeu d'acteur, ce qu'on avait en tête comme personnage, et donc aussi le choix des acteurs ?
D'une manière générale, et ceci indépendamment de l'écriture des personnages, oh oui je parle de toi Gil-galad, vilain Gil-galad, très vilain Gil-galad, eh bien tous les acteurs font le taf. On peut ne pas être trop fan de Théo ou de Nori, mais quand on regarde la série, on voit les personnages et non les acteurs derrière. Mention toute particulière à Charlie Vickers, qui a su retirer son épingle du jeu alors qu'il n'a clairement pas hérité du rôle le plus facile. Et bien évidemment, quand je juge l'acting, je juge la saison en version originale, et non pas la version française. Pour la ressemblance, je dirais que les acteurs jouant des personnages que l'on a déjà pu voir ressemblent à leur version des films. Donc je mettrai un 8 sur 10. Passons maintenant à la musique de la série. Et pour la musique, c'est un 8 sur 10. On trouve d'excellents morceaux, certains vraiment fantastiques venant parfaitement accompagner les scènes. Je pense notamment à celui de la poursuite de Hadar par Galadriel à cheval, tandis que certaines musiques semblent parfois passer là au pif. Du coup, pourquoi seulement 8 ? Eh bien parce que même si Bear McCreary a fait un travail fantastique et a su s'intégrer à l'univers musical que Howard Shore avait créé avec brio pour les films, par certains côtés je trouve qu'il a malheureusement fait avant tout du Bear McCreary. Prenez par exemple la musique thème des Pieds Velus. Sans même avoir besoin de fermer les yeux, quand je l'entends dans la série, je ne suis plus avec des semi-hommes en Terre du Milieu, je suis avec Claire et Jamie Fraser dans les Highlands écossaises dans Outlander. Alors que je ne devrais pas. La musique devrait être unique, certes pouvant se rapprocher de thèmes connus, notamment pour Numénor, mais pas me faire penser à une autre série. On pourrait aussi reprocher à la musique de manquer d'épicness, mais pour avoir une musique épique, encore faut-il avoir des scènes épiques. Or dans cette saison, il n'y en a pas trop. Dès lors, j'estime que ce n'est pas vraiment un point négatif à mettre sur le dos de la musique. Donc déjà moins un point. Et le second provient, et honnêtement ça me fait mal de le dire, mais il provient de la musique du générique. Alors je ne vais volontairement pas plus détailler ce point négatif puisque j'estime que cela mérite une vidéo entière à part. Donc on en reparlera dans quelques jours. Mais ce que je peux déjà dire c'est que ce n'est ni le générique ni la musique l'accompagnant que je voulais, et que j'avais imaginé. Après, entendons-nous bien, je comprends ce qu'ils ont voulu raconter, je salue l'effort technique puisqu'une partie a été vraiment réalisée sans effet numérique, et en soi la musique est très belle, mais ce n'est pas un générique que l'on ne voudra jamais passer, et encore moins un générique ayant le potentiel pour devenir culte. Il est donc temps de parler de l'écriture, et d'abord attention, souvent on réduit l'écriture au simple dialogue entre les personnages, mais non. Quand on parle d'écriture, d'une manière générale, il s'agit certes des dialogues, mais aussi et surtout du caractère des personnages, de leur introduction, ainsi que celle de l'histoire, des lieux et de l'intrigue. Donc pour clarifier, je vais un peu subdiviser. En commençant par la trame de la saison. C'est juste une saison d'introduction de l'épisode 1 à l'épisode 8. Et là, on va parler un peu de la cohérence avec l'histoire d'origine. Dans la saison 1, on n'a quasiment rien de l'histoire de Tolkien. On a les personnages, on a les lieux, mais sinon, il faut véritablement attendre l'épisode 8 pour se raccrocher, et encore assez difficilement, avec la trame des livres. Donc on a 8 épisodes, d'1 heure chacun, donc 8 heures grosso modo d'introduction. Alors au milieu, on a senti que les scénaristes se sont dit « Merde, faut quand même mettre un truc, sinon ça va trop se voir ». Donc ils ont créé cette histoire de Hadar, qui honnêtement est très bien écrite, pour donner un semblant d'intrigue à cette saison. Puisqu'au final, en elle-même, elle n'a pas eu vraiment d'intrigue. Mais à côté de ça, on a des scènes qui viennent sublimer et donner de l'épaisseur à des parties des films. La partie des Terres du Sud se transformant en Mordor est certes un peu rapide, ou en tout cas aurait mérité un peu plus d'indicateurs temporels, mais c'était une excellente idée. Plus globalement, la trame principale de cette saison a de bonnes idées, mais trop souvent entachées d'incohérence ou de facilité. Le tout qui nuit énormément à la compréhension de la chronologie de la saison. Pareil pour l'avancée de l'histoire des nains, il n'y a pas de grand changement entre le moment où on les découvre dans l'épisode 2 et celui où on les quitte dans l'épisode 7. Les deux Durins sont revenus au même point. Et au final, les seules vraies trames bien écrites et qui donnent envie sont celles qui n'existaient pas dans l'œuvre originale. Je veux dire, les Pieds Velus et tout ce qui concerne Hadar sont pratiquement les meilleures parties en termes de scénario et d'écriture.
avec un début, un développement et une fin, même provisoire. Ce qui me permet de transiter vers l'écriture des personnages. On a des personnages bons, pas toujours tout blancs, et des personnages mauvais, pas 100% maléfiques. Je pense notamment à Hadar. Donc on se retrouve avec moins de manichéisme qu'on aurait pu le croire. Ainsi, qu'on aime ou non le caractère de Galadriel, en ce début de série, il faut bien avouer qu'il reste assez cohérent, et explique aussi en partie son aveuglement face à Ki et Sauron. Ne parlons pas des personnages inexploités comme Gil-galad et presque Celebrimbor, mais je trouve que dans l'écriture des personnages, il y a aussi le nombre de personnages dans chaque intrigue. Or, prenez par exemple les Pieds Velus. On a des personnages principaux, on a des personnages secondaires, et même des personnages tertiaires. Le tout accompagné de figurants qui parfois disparaissent sans raison. Par exemple, la dame là, on ne la revoit pas dans le dernier épisode. Elle s'est peut-être fait becqueter par les loups, mais on ne la revoit pas, et ce sans explication. À côté de ça, vous avez les nains. Et il y en a 3. Durin, Disa et Durin. On n'a aucun autre personnage. Alors certes, on pourrait dire qu'il y a 2 gardes nains, mais bon, avec le casque, voilà quoi. On a aussi eu 2 seigneurs nains, mais juste une fois. Même les enfants de Durin et d'Isa, on ne les voit pas. De même pour les elfes, et c'est ça qui rend le dîner ridicule. Ils se retrouvent à une table avec des figurants placés là comme ça, sans aucune personnalité physique. Toutes ces raisons me poussent à mettre à peine plus que la moyenne pour l'écriture des personnages. Et avant de passer à la fidélité à Tolkien, on va parler de l'écriture des dialogues, et là, ça fait mal, très mal même. Et ça ne va pas atteindre la moyenne. Beaucoup trop de dialogues secondaires qui ne servent quasiment à rien. Je pense que cela vient du fait que l'histoire n'a pas véritablement commencé. Prenez par exemple l'intrigue au sein de Numénor. Elle n'a toujours pas vraiment débuté. Il n'y a pas d'intrigue politique, il n'y a pas d'opposition entre 2 groupes. Du coup, les personnages se retrouvent à interagir entre eux pour se dire des banalités. Donc c'est bien d'un sens d'avoir réduit les intrigues dans la saison 1 pour éviter que le spectateur ne soit perdu, mais dans ce cas, ne faites pas parler entre eux des personnages qui sont en dehors de l'intrigue. Certes, ils auront une utilité plus tard, mais pour l'instant, ils ne servent pas. Pharazôn, dans la saison 1, vous enlevez les scènes où il ne parle pas à Myriel ou à Galadriel, il n'a presque pas d'utilité. Et c'est tout le problème de cette saison, à vouloir rester à la surface des intrigues majeures, au niveau des dialogues, on reste aussi à la surface. Ce qui n'est du coup pas le cas de l'épisode 8, puisqu'il entre en grande majorité dans le vif, et tous ces dialogues deviennent plus intéressants. Finissons donc avec la fidélité à Tolkien, et là pour l'instant, c'est pas ouf. Et mériterait presque un 1 ou un 2 sur 10. Alors c'est bien de nous mettre plein de références au Silmarillion et de parallèles au film, mais certaines choses posent problème. Sans être une trahison, et ce ne peut pas l'être puisque l'histoire n'a pas vraiment débuté, on le rappelle, mais toute la difficulté de la série était là. Il n'y a pas de roman, pas de dialogue préalablement écrit, c'est juste une trame globale. Au final, c'est une série avec un énorme potentiel qui a plutôt réussi son pari d'être du bon spectacle, mais ils ont fait des choix qui honnêtement n'étaient peut-être pas les meilleurs. C'est une saison magnifique, bien écrite par certains côtés et assez gauche pour d'autres, mais qui doit s'améliorer dès la saison 2. Au final, et malgré ses défauts, on est bien loin de la catastrophe que certains voulaient nous faire croire, surtout quand on la compare aux séries merdiques que l'on nous propose à côté. Encore une fois, quand on prend la série pour ce qu'elle est, une série, je maintiens qu'à titre personnel, je lui mettrai une note globale de 7 sur 10. On reparlera donc plus tard de ce que l'on peut attendre comme intrigue dans la prochaine saison, ainsi que du générique. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, ça fait toujours plaisir, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, merci à vous, et à la prochaine.